Bonjour, Ron, et bienvenue de nouveau. Nous sommes à nouveau rejoints aujourd'hui par Chas Freeman, l'un des grands diplomates américains. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Heureux d'être avec vous, Chas. Donc, vous êtes un ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et également un ancien secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité internationale. Je voulais vous interroger sur votre région, c'est-à-dire le Moyen-Orient, car beaucoup de choses semblent évoluer. Par exemple, un bon point de départ serait Israël. Même au sein de la société israélienne, des sujets qui n'étaient jamais abordés auparavant semblent désormais l'être. On entend même des Israéliens non seulement qualifier ce qui se passe de génocide, mais aussi faire référence à un autre holocauste. Il s'agit généralement d'un langage qui était très protégé, presque monopolisé, en référence à l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Je me demandais comment vous interprétez ce qui se passe actuellement au sein même d'Israël. Eh bien, je pense que le vocabulaire a de l'importance. La façon dont les choses sont décrites compte. L'anéantissement des Palestiniens à Gaza est qualifié de guerre, mais personne n'aurait qualifié la Shoah de guerre. Elle a eu lieu pendant une guerre, mais c'était une opération distincte. Et je pense qu'il en va de même pour Gaza. Les gens en Israël ont réagi de différentes manières à la perpétuation de ce qu'ils considèrent comme une crise des otages. Personne ne mentionne, bien sûr, qu'environ 5000 Palestiniens ont été pris en otage, emprisonnés sans inculpation pendant cette période. Il reste quelques otages vivants entre les mains du Hamas et peut-être d'autres groupes islamistes à Gaza. La plupart sont morts. Ceux qui sont encore en vie souffrent de la même famine, des pénuries alimentaires imposées par Israël et du manque d'eau que tout le monde. J'ai trouvé très intéressant cependant d'entendre certaines réactions israéliennes disant « Eh bien, les Juifs ressemblent à nouveau à ce qu'ils étaient pendant la Shoah. » Mais tout le monde à Gaza ressemble à ce qu'étaient les Juifs, les Polonais, les libéraux et les Roms pendant la Shoah. Donc tout cela est très... Il y a un véritable changement en cours. Israël a perdu son soutien dans une grande partie du monde, c'est-à-dire en Occident. Il conserve le soutien du Parti républicain, apparemment la majorité des républicains, mais il ne reste qu'environ 6% de démocrates aux États-Unis qui le soutiennent. Et de nombreux spécialistes de la Shoah et du génocide se sont exprimés et ont dit ce qu'il fallait dire. C'est une Shoah, c'est un génocide, ce n'est pas une guerre. C'est l'imposition délibérée de la mort par des bombardements, des tirs de sniper et finalement la famine. Tout cela est donc très significatif à mon avis. Mais ce qu'il est encore plus, c'est la lettre adressée au Premier ministre par d'anciens responsables du renseignement et de la sécurité. Près de 500 ou 600 d'entre eux ont écrit pour dire « Écoutez, c'est stupide, cela ne mène nulle part et il faut que cela cesse. » Et l'idée ici, c'est de revenir en arrière et de réfléchir à ce que tout cela était, le 7 octobre. Avant le 7 octobre, Israël maintenait Gaza comme un camp de concentration pour les Palestiniens. Vous pourriez vous demander ce que vous feriez si vous étiez dans un camp de concentration. Utiliseriez-vous des méthodes pacifiques avec vos geôliers pour essayer de raisonner avec eux ou feriez-vous ce que les Palestiniens ont fait le 7 octobre? Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que ce cycle particulier a commencé. Israël avait plusieurs objectifs. L'un d'eux était d'éliminer le Hamas. Il a en grande partie réussi à le faire. Il n'y a désormais plus de gouvernance du Hamas à Gaza. Il n'y a plus aucun contrôle. En fait, des bandes criminelles et un état d'anarchie obésienne règnent. Comme on peut le voir, chaque fois que l'un des rares camions autorisés à transporter de la nourriture à Gaza y entre, il est immédiatement attaqué par des foules sans foi ni loi, et par des criminels.
Deuxièmement, les Israéliens voulaient profiter de cette situation pour éliminer la présence palestinienne à Gaza. Ils n'y sont pas encore parvenus, mais ils sont en bonne voie. La famine augmente désormais de façon exponentielle, et je pense que nous ne sommes plus qu'à quelques jours de mort massive. Et pendant ce temps, l'effort visant à concentrer les Palestiniens dans la petite partie du sud de Gaza, qui a été rasée au point qu'il n'y reste plus rien, se poursuit. Nous avons vu les soi-disant stations d'alimentation établies par Israël en coopération avec les États-Unis via la soi-disant Fondation humanitaire de Gaza, désormais largement exposée comme l'équivalent de pièges à souris destinés à attraper des souris, ou dans ce cas, des Palestiniens, plutôt qu'à les nourrir. Et la preuve la plus accablante de cela est venue d'une interview classique de Tucker Carlson avec le colonel Tony Aguilar, un colonel de l'armée américaine à la retraite, qui a rejoint la Fondation humanitaire Basel et qui en a dénoncé les cruautés de façon très frappante, en commençant par parler d'un petit garçon palestinien nommé Amir, qu'il a approché de manière très touchante avant d'être assassiné par des snipers israéliens. Donc, il se passe beaucoup de choses. Je ne pense pas que la dissension en Israël soit particulièrement nouvelle, mais l'expression ouverte de l'opposition, à la fois par les anciens responsables du renseignement et de la sécurité, et maintenant même par le chef de l'armée, qui a déclaré « Écoutez, nous avons deux options. Nous pouvons occuper Gaza, auquel cas nous continuerons à subir des pertes, et nous ne pouvons pas être certains de pouvoir éliminer militairement l'opposition. Ou bien nous pouvons faire ce que nous faisions auparavant, c'est-à-dire encercler Gaza et l'assiéger. Et nous préférons faire cela. Nous préférons un siège. Donc même l'armée dit, écoutez, il faut revenir à la situation initiale, pas continuer ainsi. Tout cela est très nouveau, et cela met le Premier ministre Netanyahou sous beaucoup de pression. Il subit également la pression du président Biden, qui apparemment a remarqué et admet qu'il y a une famine imposée à Gaza et soutient que cela devrait cesser. Mais cela ne s'arrête pas. Et les actions performatives de diverses forces aériennes, largage de nourriture par parachute à des fins de propagande, sont totalement insuffisantes pour faire face à cette situation. On nous dit que les enfants malnutris ne se remettront jamais de la malnutrition dont ils souffrent actuellement. Donc, c'est un chaos. C'est un chaos. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Que pensez-vous des gouvernements européens actuellement, notamment la France et la Grande-Bretagne, qui affirment qu'ils vont reconnaître la Palestine? Pour être juste, les Britanniques ont dit qu'ils le feraient en septembre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les Français. Mais seulement si Israël ne met pas fin au blocus alimentaire et à la famine imposée aux Palestiniens. Est-ce simplement une manière cynique de faire semblant de s'opposer à cela, tout en donnant à Israël 2 mois de plus pour anéantir une plus grande partie de Gaza? Ou voyez-vous cela autrement? Ils savaient que cela se passait depuis 2 ans. Pourquoi, selon vous, les Européens poussent-ils cela maintenant? Est-ce simplement un acte performatif? Parce que s'ils étaient vraiment horrifiés par ce qui est un génocide, on aurait pu s'attendre à au moins 1 ou 2 sanctions. Je ne suis pas certain de ce que la reconnaissance de la Palestine est censée accomplir face à ce génocide, qui, selon vous, s'intensifie. Eh bien, c'est une extension de l'approche européenne précédente. Pendant longtemps, les Européens se sont cachés derrière le soi-disant processus de paix, alors qu'il n'y avait ni processus ni véritable effort pour faire la paix. Ensuite, ils ont commencé à scander en faveur de la solution à 2 États, mais ils n'ont absolument rien fait pour la mettre en œuvre. Maintenant, ils ont adopté la solution à 2 États, mais il est presque physiquement ou politiquement impossible de la mettre en œuvre à moins de confronter directement Israël, ce qu'ils ne sont pas prêts à faire.
Donc ce ne sont que des paroles creuses. C'est un autre exemple, je dirais, de discours grandiloquents associés à l'inaction et à l'encouragement cynique des cruautés israéliennes envers les Palestiniens. Et réfléchissez à ceci. En septembre supposé, bien sûr, une position britannique est absurde. Ils reconnaîtront la Palestine si Israël fait certaines choses. Mais quel rapport cela a-t-il avec le droit à l'autodétermination des Palestiniens? Soit ils y croient, soit ils n'y croient pas. Et ils portent ici une responsabilité particulière, car ce sont eux qui ont créé ce chaos au départ, avec la déclaration Balfour et l'administration ultérieure de la Palestine à l'époque coloniale. Je pense donc que c'est une approche très peu attrayante en fait, assez rebutante de la part des Britanniques. Mais supposons que Macron et les Saoudiens, qui ont élaboré cette déclaration qu'ils ont demandé aux gens à l'ONU d'approuver, ce n'est pas une résolution, donc elle n'est pas contraignante, mais il est probable qu'elle attire un grand nombre de partisans. Demandons-nous ce qui se passe si en fait, en septembre, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, la France, disons, reconnaît la Palestine comme un État indépendant. Cela ne crée pas un État palestinien indépendant sur le terrain. Cela ne change rien. C'est entièrement symbolique. Et cela rappelle que ce n'est pas un soutien à l'autodétermination palestinienne. C'est une gifle pour Israël. Et cela est très clair dans la formulation britannique. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, nous allons vous punir en faisant quelque chose que vous ne voulez pas que nous fassions. Tout est dirigé contre Israël. Tout est destiné à l'opinion publique nationale. Vous avez utilisé le mot cynique. Je pense que c'est tout à fait approprié. Quels sont les autres points de pression, en dehors de ces déclarations des Européens, concernant une possible reconnaissance dans 2 mois? Avez-vous une vue d'ensemble de la façon dont l'économie israélienne, sa sécurité, ses ports, son énergie, son accès, tout cela a été affecté par la guerre? Et j'aimerais savoir dans quelle mesure cette situation est réellement soutenable, car je lis beaucoup d'articles sur de jeunes Israéliens, notamment ceux liés à l'industrie technologique et à d'autres secteurs importants, qui quittent le pays. Mais au-delà de cela, à quoi ressemble réellement la situation économique? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord garder un œil sur ce qu'on appelle le Sud global. On observe une augmentation des actions contre Israël, ostracisme d'Israël, embargo contre Israël, désinvestissement, boycott des produits israéliens, interdiction d'exportation vers Israël, en particulier des armes. Cela augmente presque chaque semaine en réaction au génocide opéré par Israël et à d'autres violations des droits humains. Bien sûr, nous n'avons même pas mentionné le fait qu'ils profitent de l'attention publique portée à d'autres sujets pour mener une grande vague de nettoyage ethnique et d'annexion en Cisjordanie. Mais je pense que la pression commence à porter ses fruits. Vous savez, en général, quand on impose des embargos et des sanctions, Bien, ma femme a compris. Désolé pour ça. Bref, quand on impose des sanctions, on fausse essentiellement les termes de l'échange. On crée des opportunités pour que des gens gagnent de l'argent en contournant les sanctions. Et nous l'avons constaté. Par exemple, la Colombie, qui était un important fournisseur de charbon pour Israël, a imposé un embargo sur les exportations de charbon vers Israël. Pourtant, la contrebande semble continuer. Donc, à quel point tout cela est efficace, je ne sais pas. La guerre elle-même a eu un impact énorme. Le port d'Eilat, qui est la seule ouverture d'Israël sur la mer Rouge, est pratiquement inopérant sous les attaques yéménites depuis plus d'1 an. Les ports de Haïfa et d'Ashdod ont été pratiquement fermés par des attaques de missiles iraniens.
En toile de fond, il faut se rappeler qu'Israël et l'Iran se préparent tous deux à une nouvelle série d'attaques. Les Iraniens ont démontré qu'ils pouvaient calibrer leurs attaques contre Israël pour infliger des dégâts. Lors de la dernière confrontation, la soi-disant guerre des 12 jours, ils se sont concentrés exclusivement sur des cibles militaires, de renseignement et d'infrastructures. La prochaine fois, ce ne sera pas le cas. Ils ont la capacité de causer d'énormes dégâts en Israël. Et Israël, même avec le soutien des États-Unis et de pays européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres, n'a pas réussi à empêcher les Iraniens d'atteindre leurs cibles. Voilà le contexte. Nous avons eu, je ne sais combien, des dizaines de milliers, le dernier chiffre que j'ai vu remonte à un certain temps, de faillites de petites entreprises. Comme vous l'avez indiqué, les startups se lancent à l'étranger plutôt qu'en Israël. Nous avons un nombre inconnu d'émigrants. L'armée, en gros, lorsqu'elle mobilise les réservistes, a de la chance si elle obtient un taux de participation de 40 à 50%. Les agences de renseignement et le commandement de l'armée, comme je l'ai mentionné, sont mécontents et ne soutiennent pas la stratégie de Netanyahou. Le cabinet semble essentiellement paralysé sur plusieurs questions, en raison de la nécessité pour Netanyahou de ménager l'élément fasciste religieux en son sein, la partie sioniste religieuse, belliciste. Et les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, refusent d'être enrôlés et manifestent. Politiquement, ils sont très importants. Les Palestiniens israéliens sont encore plus aliénés que d'habitude. Nous avons donc un pays divisé politiquement, socialement, économiquement, racialement et religieusement. Et presque tout le monde dans le pays, y compris surtout les familles des otages, est contre le Premier ministre, qui perd aussi son soutien à l'étranger. Cela ressemble donc à une phase terminale pour Israël. Combien de temps cela va-t-il durer? Je ne sais pas. En attendant, bien sûr, l'Occident, malgré ses discours sur la reconnaissance d'un État palestinien, continue de fournir des armes à Israël pour tuer des Palestiniens, un massacre de Palestiniens. Et les États-Unis sont complètement complices, plus que complices. Elle participe pleinement à la politique de famine à travers l'exploitation de ces soi-disant centres d'alimentation à Gaza par une fondation conjointe américano-israélienne. Là, je dirais qu'une fois de plus, nous avons assisté à une réponse complètement absurde à une crise humanitaire. Vous souvenez-vous du quai flottant que l'administration Biden a tenté d'utiliser pour démontrer qu'elle n'était vraiment pas en faveur de la famine des Palestiniens? La Fondation humanitaire de Gaza est une forme encore plus macabre de ce genre de diversion cynique de l'attention, une mise en scène politique. Oui, donc je pense qu'Israël est de plus en plus en difficulté. Et je pense que beaucoup d'Israéliens le comprennent. On entend d'anciens hommes politiques, des retraités comme Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, ou Barak, l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien chef de la Défense, sortir et dire franchement que, regardez, c'est existentiel pour nous. En attendant, aux États-Unis, comme on me l'a rappelé ce matin en allumant la National Public Radio, il commence à y avoir un peu de véritable couverture de ce qui se passe, mais pas beaucoup. Et la BBC, qui est un média international majeur, bien qu'elle ait un parti pris en faveur d'Israël, commence désormais à être beaucoup plus incisive dans ses reportages. Tout cela est très important. Je reviens à la contradiction du président Trump envers le Premier ministre Netanyahou. Le Premier ministre Netanyahou, qui doit être l'homme politique le plus détesté de la planète, a déclaré qu'il n'y avait pas de famine à Gaza, que tout cela n'était que de la propagande du Hamas, et ainsi de suite. Il n'a absolument aucune crédibilité. Mais le monde du président Trump, sa base de connaissances, sa vision du monde, sa compréhension des événements actuels,
est façonné par les médias publics, en particulier Fox News et la télévision. Il ne prête aucune attention au briefing des services de renseignement. Il se forge ses opinions en lisant et en regardant la télévision. Mais la télévision, la radio et les autres médias commencent à rapporter les faits de manière plus réaliste. Et je pense que cela est vrai aussi à l'international. Israël manque de plus en plus de défenseurs dans les médias, comme partout ailleurs. Et l'indication la plus claire que les Israéliens en sont conscients est leur décision, apparemment prise l'autre jour, d'interdire l'utilisation du terme hasbara, qui signifie explication en hébreu, et qui est devenu synonyme de mensonge grotesque. Désormais, ils vont donc qualifier leur mensonge de diplomatie publique. Mais quel impact cela a-t-il sur la relation d'Israël avec son propre voisinage? Ce que je trouve intéressant, c'est que les principaux adversaires d'Israël, que ce soit ceux que nous appelons les Houthis au Yémen ou l'Iran, ont tous été très efficacement diabolisés au fil des années, au point que nous ne discutons même plus de leurs préoccupations en matière de sécurité. Nous nous contentons essentiellement de leur coller des étiquettes. Mais aujourd'hui, on constate qu'ils gagnent une certaine crédibilité, si l'on peut dire, sur la scène internationale, étant donné qu'ils ont été les seuls à s'opposer à cela, je suppose, surtout l'Iran, qui a réussi, non pas à vaincre, mais à tenir tête à Israël, et aussi le Yémen avec le blocus. C'est plus ou moins réussi. Et aussi, étant donné que vous avez été l'ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite, comment l'Arabie Saoudite se positionne-t-elle ici? Parce qu'il ne semble pas qu'elle soit prête à adopter une position ferme, ou au contraire, elle ne semble pas faire grand-chose. Mais parmi la population, il y a une certaine agitation. Alors quel est l'impact sur la région au sens large et sur la relation avec les Israéliens? C'est un ensemble de questions extraordinairement complexes. Je commencerai simplement en disant que la diabolisation du Hamas est totale en Israël. Lorsque les Israéliens ont vu les photos des 2 otages israéliens émaciés, ils ont dit « Ah oui, c'est parce que le Hamas vole toute la nourriture à Gaza ». Eh bien, cela prouve l'efficacité de la hasbara, un mot désormais interdit. D'autres dans la région ont d'autres raisons de s'opposer au Hamas, à moins qu'il ne s'agisse d'un mouvement démocratique arrivé au pouvoir par les urnes. Pour les Saoudiens et d'autres monarchies du Golfe traditionnelles, orientées autour des tribus ou des entreprises familiales se faisant passer pour des gouvernements, c'est une abomination, car cela revient à dire que personne n'a besoin de quelqu'un comme Al-Sisi en Égypte, un dictateur militaire. Personne n'a besoin de cela. Personne n'a besoin d'un roi, d'un prince, d'un émir ou d'un tyran, car le peuple peut gouverner par les urnes. C'est donc la base d'une grande partie de l'animosité des pays du Golfe envers le Hamas. L'exception, c'est le Qatar. Et le Qatar a une vision, une ambition, d'une société post-renaissance islamique qui serait démocratique. Bien sûr, ce n'est qu'une vision, ce n'est pas la réalité. Quoi qu'il en soit, tous ces facteurs entrent en jeu. Rappelons aussi ce que le Hamas a cherché à faire le 7 octobre. Il a voulu remettre la question de l'autodétermination palestinienne à l'ordre du jour mondial. Eh bien, ils ont réussi. Bien plus que quiconque n'aurait osé le prédire. C'est donc aussi une menace pour certaines monarchies du Golfe. C'est une position qui convient aux Yéménites et aux Iraniens, qui se targuent, dans le monde islamique au sens large et dans le monde arabe, d'avoir été les seuls à réellement respecter la Convention sur le génocide, laquelle impose à chacun le devoir positif de s'opposer au génocide. Eux l'ont fait. Personne d'autre, ni en Occident, ni dans la région. On retrouve donc la situation habituelle dans ces sociétés où la direction n'est pas en phase avec la population.
Elle est cependant assez habile pour maintenir l'opposition à distance, et elle s'intéresse à la réelle politique. Le meilleur praticien de cette approche dans le monde aujourd'hui, c'est les Émirats arabes unis. Mais les Saoudiens ne sont pas loin derrière. Enfin, je voudrais simplement souligner que la conquête par Israël de l'hégémonie militaire au Levant, au prix de l'aliénation du reste du monde, a poussé les pays de la région à se concentrer sur la menace que représente Israël pour eux. Ainsi, nous voyons les Saoudiens et les Iraniens commencer à se rapprocher afin d'équilibrer la puissance israélienne. Cela est bien sûr compliqué par le fait que les Saoudiens dépendent fortement des États-Unis pour leur armement et en cas d'urgence pour un soutien militaire. Et les États-Unis sont fondamentalement en parfaite synchronisation avec Israël, un partenariat indéfectible, ou peut-être, pour employer un terme plus juste, une forme de subordination. Quoi qu'il en soit, la situation est très compliquée. D'autres questions émergent. Nous assistons désormais à la montée d'une rivalité entre Israël et la Turquie pour l'influence en Syrie. Les stratèges israéliens plaident, comme ils l'ont toujours fait, pour la partition de la Syrie. Ils proposent de relier la région druze de Syrie à la région kurde par une sorte de corridor qui étendrait l'influence israélienne dans cette partie du monde. Les Turcs n'en veulent absolument pas. Les Jordaniens, eux, sont totalement intimidés. Les Égyptiens sont agités. Personne n'est satisfait dans la région, ni les Israéliens, ni qui que ce soit d'autre. C'est intéressant ce que vous avez dit à propos de l'Arabie saoudite et de l'Iran, qui pourraient peut-être, sinon trouver une cause commune, du moins résoudre certaines de leurs divergences. Parce qu'en retirant Israël de l'équation, cela a toujours semblé être la véritable guerre froide principale du Moyen-Orient, celle entre les Saoudiens et les Iraniens. Eh bien, en dehors du fait que les États-Unis sont un partenaire important de l'Arabie saoudite, qu'est-ce qui empêche de promouvoir une véritable paix entre ces deux pays, une initiative que les Chinois encouragent? Eh bien, il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi les Irakiens. Rappelons-nous que tout cela a commencé par une initiative irakienne visant à réconcilier l'Arabie saoudite avec l'Iran. Les Omanais, qui sont les touche-à-tout diplomatiques de la région, se trouvent dans la même position. Donc, en réalité, rien d'autre que la dépendance de l'Arabie saoudite envers les États-Unis n'entrave une entente entre l'Iran et l'Arabie saoudite, un partenariat limité visant à contrebalancer Israël. Et bien sûr, la grande ironie, c'est que les États-Unis cherchaient à obtenir exactement l'inverse, c'est-à-dire une entente saoudienne avec Israël pour contrebalancer l'Iran. Ce n'est plus une possibilité réaliste aujourd'hui. Et les Saoudiens ont toujours été très méfiants à l'égard des accords d'Abraham. Ils sont essentiellement sous assistance respiratoire à ce stade. Autrement dit, les entreprises privées gagnent de l'argent parce que les embargos ont pris fin, et ainsi de suite. Les Arabes du Golfe, les Émirats arabes unis et d'autres régimes arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël se procurent désormais ouvertement la technologie israélienne de l'État policier, la plus perfectionnée au monde, ayant été testée sur les Palestiniens pendant des décennies. Ainsi, certains liens pratiques n'ont pas cessé. Les Saoudiens continuent discrètement de coopérer avec les Israéliens sur certaines questions de renseignement. Mais nous assistons à l'émergence dans la région de ce que je pense que le nouvel ordre mondial va généralement produire, à savoir des partenariats limités associés à des oppositions limitées. Il n'y a plus d'alignement du type « tu es avec moi ou contre moi ». Il s'agit d'une pratique des affaires internationales et de la politique étrangère bien plus complexe.
Eh bien, c'est un problème plus large. Il semble que de nos jours, cela ne se limite pas seulement au Moyen-Orient. L'effondrement presque total de la diplomatie, là où la diplomatie existait autrefois, où l'on examinait ou évaluait des préoccupations sécuritaires concurrentes, où l'on cherchait des points d'harmonisation ou des compromis, tout cela a été remplacé par des ultimatums et des menaces. Et lorsque cela ne fonctionne pas, on passe à des actions militaires concrètes. Mais comment expliquer cela? Car encore une fois, ce n'est pas seulement limité au Moyen-Orient. Mais n'est-ce pas là l'un des principaux problèmes? Beaucoup des objectifs que j'ai vus à travers Trump, il voulait la paix en Ukraine et la fin des guerres sans fin au Moyen-Orient. Il voulait réindustrialiser, réorganiser le commerce international afin que les États-Unis puissent se trouver dans une position plus avantageuse et durable. Beaucoup de ces objectifs étaient louables, et nombreux sont ceux qui pouvaient les soutenir. Mais il semble que l'approche diplomatique ait tout simplement été contournée dans bien des cas. À la place, on agit avec une poigne de fer. On exige, on pose des ultimatums, on menace si d'autres ne se comportent pas comme il faut. Il semble que certains, comme les Européens, se laissent prendre à ce jeu, comme on le voit avec cet accord commercial. Ils obéissent, même si cela va à l'encontre de leurs propres intérêts, et même si cela ne semble pas très sérieux au départ quant à une mise en œuvre réelle. Mais dans quelle mesure considérez-vous cela comme une force motrice menant en quelque sorte droit dans le mur au Moyen-Orient? Désolé, j'ai mélangé trop de choses à la fois. Encore une fois, beaucoup de questions. Mais je pense qu'il est juste de dire que ce qu'on appelle le Moyen-Orient, c'est-à-dire la région autour d'Israël en Asie occidentale, est l'endroit où la diplomatie et le droit international sont morts. La diplomatie ne peut pas fonctionner si votre objectif est de promouvoir la reddition et le suicide de l'autre partie. Et c'est sur cette base que se sont déroulées toutes les relations entre Israël et les Palestiniens. Israël n'a jamais proposé de solution pour une coexistence pacifique avec les Palestiniens, et ses soutiens internationaux non plus, en réalité. Il y a eu des mesures temporaires, mais ce n'est rien de plus. Israël a délibérément cherché, dès le début de son histoire, à éroder et à détruire certaines parties du droit international qu'il jugeait gênantes, et a ainsi inventé une doctrine d'attaque préventive, ce qui est tout à fait contraire à la Charte des Nations Unies. Il l'a mise en pratique. Il a défié le Conseil de sécurité. Il n'a prêté aucune attention à toute une série de conventions internationales, et plus particulièrement aujourd'hui à la Convention sur le génocide. C'est donc cette région qui a empoisonné le puits, qui a propagé l'anarchie, la loi de la jungle, si l'on veut, à l'échelle internationale. Et il faut lui en attribuer le mérite. Vous avez mentionné les accords commerciaux. Permettez-moi de vous contredire à ce sujet. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de convergence des esprits. Il n'y a même pas de texte. Il n'y a rien d'autre qu'une capitulation face à une politique d'extorsion. Ce sont donc des accords dignes de gangsters, du type racket de protection. Cela mis à part, le fait que les tarifs et autres mesures imposées n'ont absolument aucun sens, ni mathématiquement, ni autrement, et vont probablement nuire aux États-Unis plus qu'à quiconque. C'est donc irrationnel. Mais nous avons un président qui agit de manière arbitraire et capricieuse, et qui méprise la loi, qu'il s'agisse des procédures du Congrès ou des tribunaux. Il fait ce qu'il veut, et ce qu'il veut a souvent, franchement, des aspects psychopathiques. Regardez par exemple cette affaire du limogeage du directeur du Bureau of Labor Statistics. C'est Joseph Staline, vous savez. À son pire, il faisait ce genre de choses. Bien sûr, elle n'a pas été abattue d'une balle dans la tête comme Staline l'aurait fait, mais c'est le même processus. Je n'aime pas les informations que tu me donnes. Bon, tu es dehors.
On pourrait donc soutenir que Staline, le président Trump et son comportement perturbateur et irrationnel sont le produit de l'effondrement du droit international et de la diplomatie, ou bien qu'ils en sont la cause. Peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, la diplomatie, c'est-à-dire l'art d'utiliser des moyens autres que la guerre, avec un minimum de coercition, pour persuader les autres de faire des choses que vous estimez être dans votre intérêt, en les convainquant que ces choses sont dans leur intérêt, est morte. Cela n'existe plus. Il semble pourtant qu'il y ait beaucoup d'autodestruction là-bas. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que tout cela signifie pour Israël, car à quel point le pouvoir de Netanyahou est-il stable en ce moment? Vous avez évoqué les problèmes économiques, les difficultés avec les adversaires, la baisse du soutien à Israël, du moins au sein de l'opinion publique dans les pays alliés. Combien de temps Netanyahou peut-il encore tenir dans cette situation? Car il semble que la pression monte, tant de l'intérieur que de l'étranger. Eh bien, tout d'abord, il ne va pas démissionner. On ne peut pas persuader quelqu'un d'arrêter quelque chose quand s'il s'arrête, il finit en prison ou perd son emploi, etc. Je veux dire, son destin est directement lié aux guerres sans fin pour Israël. Il ne veut pas traiter avec les Palestiniens. Il ne veut pas traiter avec le Hamas. Il accuse, c'est un maître du mensonge, il accuse le Hamas de ne pas vouloir d'accord, mais le Hamas en veut un. C'est juste qu'Israël n'offre rien d'autre que le suicide au Hamas. Vous savez, suicidez-vous, disparaissez, et tout ira bien. Eh bien, c'est pas attrayant, donc il ne va pas démissionner. Mais une révolte couve. Il existe une expression chinoise en 4 caractères qui définit la veille de l'effondrement d'une dynastie ou d'une révolution, et qui dit « Tes proches t'abandonnent et le peuple s'oppose à toi ». Netanyahou a manigancé cette situation. Ses associés les plus proches, je veux dire, Israël a toujours eu une réputation justifiée pour la qualité de ses renseignements et de sa réflexion stratégique. Mais les personnes responsables de cela sont aujourd'hui complètement écœurées par Netanyahou et le disent ouvertement. Le public est désenchanté. Il se maintient à la Knesset grâce à une coalition. C'est un homme politique extrêmement rusé, dévoué à rien d'autre qu'à sa propre survie politique. Apparemment, cela lui est égal. S'il entraîne Israël dans sa chute, cela ne semble pas le déranger. Donc je ne pense pas que nous puissions prédire combien de temps il tiendra encore. Mais comme quelqu'un l'a dit un jour, si quelque chose ne peut pas durer éternellement, tôt ou tard, cela s'arrêtera. Et c'est exactement ce qui arrivera au poste de Premier ministre de Benjamin Netanyahou. Il semble qu'une grande partie de cela aurait pu être évitée avec une diplomatie appropriée. Ceux d'entre nous, à une époque antérieure, qui mettaient en garde contre l'évolution de la situation en Israël et entre Israéliens et Palestiniens, et qui soutenaient qu'Israël préparait sa propre extinction existentielle, n'étaient pas considérés comme utiles. Nous étions considérés comme des ennemis d'Israël et soumis aux campagnes de diffamation habituelles et aux déformations que l'on observe. Vous pouvez voir cela se produire actuellement avec la Cour pénale internationale. Toutes les tactiques peu reluisantes utilisées pour évincer Khan, le procureur, et manipuler la Cour sont désormais exposées au grand jour. Ainsi, ce que nous constatons, c'est qu'Israël n'a pas été fidèle aux idéaux de ses fondateurs sionistes. Cela reste fidèle aux traditions des gangs criminels juifs d'Europe de l'Est. C'est ainsi qu'il conduit ses affaires. Ainsi, il s'agit d'un État de plus en plus isolé. L'interaction avec lui devient inacceptable pour un nombre croissant de pays et de peuples. On se posait autrefois la question,
Israël a-t-il le droit d'exister? Je pense que la plupart des gens diraient aujourd'hui non, au vu de son comportement. Il ne devrait pas exister. C'est donc quelque chose que les Israéliens se sont infligés eux-mêmes. Et ils l'ont fait en partie avec le soutien des États-Unis et du lobby israélien aux États-Unis. Et au final, c'est extrêmement destructeur pour eux et pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment une tragédie pour tous les concernés. Cela m'amène à une observation depuis les États-Unis. Je n'ai jamais vu cela auparavant. La critique ouverte d'Israël. C'était autrefois un sujet tabou, mais aujourd'hui, des personnalités très en vue, notamment dans les médias, parlent ouvertement et de manière assez virulente de la critique d'Israël. Comme on le constate actuellement, à mesure que les crimes humanitaires s'accumulent, même les médias traditionnels commencent à rendre compte de certains de ces crimes. C'est tout à fait inédit. Pensez-vous que cela pourrait avoir une influence sur les politiques ou la politique des États-Unis? Car comme on le voit de l'Europe à l'Australie, lorsqu'il y a des centaines de milliers de personnes qui manifestent, il devient très difficile de continuer à balayer cela sous le tapis et de simplement le rejeter comme de l'antisémitisme ou autre chose du même genre. Il semble qu'Israël soit en train de perdre sa carte de victime, même auprès des Américains. Eh bien, Israël a fait de gros efforts pour assimiler le soutien au génocide à une position pro-israélienne, ou, de façon négative, pour assimiler l'opposition au génocide à de l'antisémitisme. Et cela a des conséquences. Les gens se rendent compte que c'est absurde. Et oui, cela a un impact. On peut le voir dans la reconnaissance par M. Trump qu'il y a une famine à Gaza et dans sa déclaration selon laquelle il faut faire quelque chose à ce sujet, ce qui le distingue du Premier ministre Netanyahou et du lobby sioniste. Et on ne peut pas, vous savez, on a dépassé ce stade. Les Israéliens affirment que la famine et tout le reste ne sont que de la propagande du Hamas. Mais il n'y a aucune preuve que le Hamas existe réellement, si ce n'est comme une force de guérilla intermittente à l'intérieur de Gaza. Où est son appareil de propagande? Je ne le vois pas. Tout ce que dit Israël devient de moins en moins crédible. Et au final, la réalité, c'est ce qui reste quand on enlève tout ce qu'on croyait et qui s'est avéré faux. Donc la réalité est en train d'être révélée. On voit même le New York Times, une publication farouchement pro-sioniste, très partiale sur le Moyen-Orient, commencer à rapporter de façon directe le génocide. L'ironie, c'est qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes qui s'expriment contre Israël, des gens comme Jeffrey Sachs, Max Blumenthal et Norman Finkelstein, ont également des origines juives, si bien que l'accusation d'antisémitisme ne tient pas toujours. Ils comprennent très bien que si les Juifs sont assimilés à Israël, ce qu'Israël souhaite, ils sont en difficulté, car Israël est en train de ressusciter l'antisémitisme. Cela n'a jamais complètement disparu, mais ce n'était pas un problème. Je veux dire, les Juifs aux États-Unis, je ne sais pas pour la Norvège ou l'Europe, mais les Juifs aux États-Unis sont la minorité religieuse la plus admirée, et pour de bonnes raisons. Ils sont un ornement culturel pour notre société. Ils sont charitables. Ils sont impliqués en politique. Ils font tout ce qu'on attend d'un citoyen actif. Et toute cette admiration est maintenant gravement menacée et risque d'être remplacée par, vous savez quel est le mot? Des accusations selon lesquelles les Juifs américains et les Juifs partout dans le monde seraient secrètement complices de génocide et d'autres cruautés sont désormais formulées. On dit qu'Israël possède l'armée la plus sadique de la planète et qu'il l'a démontré. On lui attribue les politiques les plus cruelles et la moindre propension à dire la vérité.
Tout cela va complètement à l'encontre de la tradition du judaïsme en Occident. Un commentateur américain a même déclaré que là où les Juifs sont le peuple élu de Dieu, les Israéliens seraient le peuple élu de Satan. Voilà où nous en sommes arrivés. Donc, indépendamment du fait que les 3 personnes que vous avez mentionnées sont toutes des hommes très honnêtes et intègres, en tant que Juifs, ils ont de bonnes raisons de vouloir dénoncer ce que fait Israël et de se distinguer, eux et les autres Juifs, d'Israël et des Israéliens. Eh bien, Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup de m'avoir accordé autant de votre temps. Je vous en suis très reconnaissant. Je suis heureux d'être avec vous. J'aurais préféré que nous ayons un meilleur sujet de discussion.